Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors, il y a quelques temps, j'avais reçu d'une façon indirecte Swelf2, avec disons une connexion Zoom. Alors là, on a le plaisir de l'avoir avec nous en studio. Bonjour Swell. Bonjour. Très content de vous voir. Merci beaucoup. Vous venez de province, donc vous avez fait le déplacement, je vous remercie beaucoup. Alors je rappelle, pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, il est avocat de formation, il a fait une maîtrise en droit judiciaire et un DEA en droit comparé, très, très intéressant. C'est peut-être de là est venu l'intérêt pour Israël et la communauté juive, c'est qu'il a fait une étude de droit comparé entre le droit hébraïque et le droit musulman, mais avec l'intégration dans l'État moderne d'aujourd'hui. Et une maîtrise en administration, donc à l'ENAP au Québec. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé justement, parce que la dernière fois, c'était sur un sujet différent, mais là, on va parler de la victoire d'Israël dans l'opération Aube contre le djihad islamique. Alors je sais que pour certains, c'est un peu compliqué, on va essayer d'être simple. Mais ce qui est important de comprendre ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a des implications en Europe, mais aussi ici au Canada, et comme vous le savez. Il y a des auteurs qui sont spécialisés ici, et en particulier un chroniqueur qui est français d'origine, mais qui intervient avec Paul Arcand, qui a écrit quelques livres sur, par exemple, islam.ca. Enfin bon, on en reviendra, j'essaierai même de l'inviter. Alors, aujourd'hui, donc la petite introduction que je vais faire avant de donner la parole à notre invité, c'est en fait 2 articles qui ont été écrits pour bien situer le contexte, parce que ça bouge pas mal. On est très focalisé sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et bien sûr la pandémie. Mais il y a des choses qui continuent avec l'islam radical. Et ce qui est inquiétant, en fait, c'est que, on l'a vu avec le départ des États-Unis de l'Afghanistan, c'est que donc il y a eu l'élimination d'Ayman al-Zawahiri, donc Ayman al-Zawahiri, oui. Tu le prononces mieux que moi. Donc le chef d'Al-Qaïda actuel, après bien sûr celui qui a fait les attentats du 11 septembre. Mais ça veut dire aussi quelque part, même s'il a été atteint, c'est qu'il y a un retour du terrorisme islamique en Afghanistan, puisque bon, les États-Unis ont décidé de quitter. C'était une décision de Trump, je le rappelle quand même, mais pas dans les mêmes conditions et pas dans la même façon. Il ne serait pas parti comme ça. Voilà. Et un autre article d'un des grands spécialistes, là c'était un article de Guémillère qu'on va recevoir tout à l'heure. C'est Daniel Pipes, que j'ai reçu aussi en entrevue, qui est un grand spécialiste des questions orientales, Proche-Orient et Moyen-Orient, qui a écrit un article sur la victoire d'Israël peut résoudre la question palestinienne. Et on va voir qu'en fait, ces 2 articles viennent en résonance avec l'intervention de notre invité, Swelf2, je rappelle, qui va nous parler de la victoire d'Israël dans l'opération Aube contre le djihad islamiste, c'est-à-dire les implications de cette victoire. Parce que justement, ce que dénonce Daniel Pipes, c'est que depuis des années, Israël refuse vraiment de gagner la guerre ou les guerres. À chaque fois, il y a une retenue qui fait que, bon... alors, vous me direz, c'est souvent pour mieux diviser comme pour mieux régner. Mais voilà, alors, avec une idée de plan en parallèle ou avec le plan Abraham de Trump, mais qui proposait la fusion de la Jordanie et des territoires palestiniens pour former le royaume palestinien hachémite. Mais il n'y a eu aucun écho, et puis ça n'a pas l'air de... Et ça serait un retour avant 1967, où la Jordanie contrôlait la Cisjordanie, comme l'Égypte contrôlait la Gaza. On oublie souvent que en fait, ces régions n'ont jamais été indépendantes, jamais autonomes, et que c'était soit l'Empire ottoman, et ensuite ça a été la tutelle de l'Empire britannique, et donc on a eu un moment, quelques années, la Cisjordanie est sous contrôle jordanien et Gaza sous contrôle... Alors, à mon sens, qu'est-ce qui pourrait mettre fin au conflit israélo-palestinien? Alors je me tourne vers vous, Monsieur Swell, parce que là, vous allez nous parler d'une victoire. Alors rappelez-nous, qu'est-ce qui s'est passé récemment pour expliquer pourquoi vous avez considérer que c'est une victoire pour Israël contre l'État islamique. Exactement. En fait, il faut mettre dans le contexte. Donc là, on va parler de Gaza. Gaza, c'est un territoire palestinien autonome. Depuis 2005, Israël elle est partie. Donc il est géré par le Hamas. Hamas, c'est la plus grande milice intégriste sunnite.
Et on a à côté d'elle un autre mouvement qui commence maintenant à lever la tête, et il est plus extrémiste que le Hamas, c'est le djihad islamique. Deux caractéristiques du djihad islamique. D'abord, il est pro-Iran, ça veut dire qu'il ne dépend pas des pays arabes. Et le djihad islamique, parmi ses caractéristiques aussi, c'est que c'est un mouvement qui prend le chiisme, ça veut dire qu'il est contre les mouvements sunnites. Vous comprenez? Qui sont majoritaires. Qui sont majoritaires, exactement. Donc c'est un crépuscule qui dépend directement des services de renseignement iraniens, de la garde de la révolution iranienne. Et ce mouvement-là, il essaye de faire la concurrence avec le Hamas, sauf qu'il est loin, parce que le djihad islamique, on évalue leur nombre, selon les renseignements israéliens, à peu près de 2500 membres qui sont à Gaza. Les renseignements israéliens, ils se sont aperçus, et là on commence à introduire directement dans ce qui s'est passé, que même en Cisjordanie, parce que pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui ne savent pas, parce qu'il y a deux territoires palestiniens qui sont autonomes. Il y a Gaza, géré par le Hamas, et il y a les territoires disputés, ou la Judée-Samarie plus exactement, qui est gérée par le mouvement Fatah, un mouvement plus modéré, qui a adhéré aux accords de paix. Et donc, il y a un nouveau élément qui essaie de monter, à part le Hamas et le Fatah, c'est le djihad islamique, depuis quelques années. Israël s'est aperçu de ça. C'est pour ça que le 1er août, Israël, l'armée israélienne, ils ont envoyé l'élite de l'armée, l'unité Yamam, ils ont été envoyés pour capturer Bassam Assadi. Bassam Assadi, c'est le chef, c'est la personne qui est responsable en Cisjordanie de développer un réseau parallèle de djihad islamique comme celui à Gaza. Celui à Gaza, il veut détrôner le Hamas, et celui de Bassam Assadi en Cisjordanie, il veut détrôner, ça veut dire il veut installer le djihad islamique et détrôner le mouvement de Fatah. Donc le djihad islamique, il a deux cibles. Il veut surpasser le Hamas et prendre sa place à Gaza. Et voilà. Et comme on a dit à l'introduction, que le djihad islamique, c'est un mouvement qui est extrêmement extrémiste. Il ne croit pas aux accords de paix et surtout, et c'est très grave, absolument pas, il dépend directement, il reçoit directement ses ordres de Téhéran. Ce n'est pas moi qui le dis. Et puis, le chef du djihad islamique, comment il s'appelle, Ziad Nakhala, il se trouve à Téhéran. Puis il se fout de la cause palestinienne. C'est l'islam qui veut. Peu importe que le nombre de Palestiniens qui sont morts, peu importe des jeunes qui sont envoyés comme ça dans les contingents de la mort, l'essentiel que les projets de l'Iran, comme le projet de l'Iran qui est au Yémen, au Liban, en Irak, en Syrie, bientôt en Algérie aussi. Donc il y a l'expansion de ce réseau iranien. Donc Israël, les renseignements israéliens, ils se sont aperçus que le djihad islamique pourrait être un joueur incontournable dans quelques années. Bien sûr, et là, on a un croisement des intérêts. Les intérêts du Hamas et les intérêts du Fatah, c'est de ne pas permettre à ce nouveau élément de les surpasser en matière de financement, de soutien diplomatique, de soutien médiatique. Donc, qu'est-ce qu'elle a procédé Israël? Le 1er août, Israël a décidé d'attraper le chef de Bassam Assadi qui est en train de construire un réseau en Cisjordanie, dans les territoires disputés, en Judée-Samarie, pour installer des cellules. Voilà. Le 1er août. Le 5 août, la branche du djihad islamique à Gaza, elle a lancé, ça veut dire elle était prête à lancer les hostilités. Sauf que là, l'initiative, et ça c'est le premier point, parce que je vais citer 9 points qui montrent pourquoi c'est une victoire pour Israël. Donc le premier point, c'est que l'initiative d'attaque cette fois-ci, elle ne vient pas du djihad islamique. Parce que comme on a dit, le 1er août, son chef, il était capturé. Du août jusqu'au 5, le djihad islamique, il était en train de se préparer pour lancer une offensive contre Israël. Sauf que le 5 août, l'armée israélienne à l'aube, c'est pour ça qu'il s'appelle l'opération l'aube, elle a décidé d'intervenir avant même que le djihad islamique réagit pour l'interpellation de son chef. Donc, le premier élément, le premier parmi les 9 points qu'on va citer, c'est que cette fois-ci, parce que d'habitude, dans les guerres de 2019, de 2020, mai 2020, de 2017, de 2009, de 2006, c'était toujours Israël qui réplique aux attaques. Là, Israël, elle a
fait une nouvelle offensive. C'est elle qui est la maître du terrain, tu vois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Israël, après qu'elle a capturé Bassam al-Saadi, son bras droit aussi, Khalil al-Awawda, c'est le numéro 2 du djihad islamique dans les territoires palestiniens, elle a capturé aussi, à part qu'elle a capturé ces deux personnes, Israël, elle a décidé de se cibler cette fois-ci la vie de deux éléments très dangereux, toujours de djihad islamique, mais cette fois-ci, ce n'est pas les deux qui sont interpellés en Cisjordanie. Là, on va parler de deux chefs de djihad islamique qui sont à Gaza, qui sont déjà bien plus structurés. On parle de Taysir al-Jabari, qui, lui, il est le chef de la section nord du djihad islamique. Section nord, ça veut dire nord de Gaza. Et ils ont liquidé aussi Khalid Mansour, qui est le chef de la section sud de Gaza, chargé du djihad islamique. Donc, la première initiative, c'est qu'Israël, c'est elle qui a interpellé deux personnes en Cisjordanie, Bassam Saadi et Khalil al-Awawda. Deuxième chose qui nous permet d'Israël qu'elle a gagné, le deuxième point, c'est qu'elle a assassiné deux grandes têtes, cette fois-ci à Gaza, Al-Jabari et Mansour. Donc là, on a deux chefs capturés, deux chefs assassinés. On passe au troisième point qui nous permet, c'est une guerre brève. C'est la guerre la plus brève dans le Proche-Orient. C'était 72 heures. En espace de 3 jours, Israël elle a pu éradiquer au moins 58% des capacités militaires du djihad islamique. C'était un état de choc. Donc jamais Israël n'a fait une guerre aussi rapide, aussi brève et aussi efficace que cette offensive-là. Donc en espace de 3 jours. Le quatrième point, après qu'on a cité le premier point, je rappelle, ce sont les interpellations. Le deuxième point, c'est l'assassinat des deux chefs. Le troisième point, c'est la guerre en 3 jours décisifs. Le quatrième point, c'est que le djihad islamique, il a lancé 950 roquettes envers Israël. Ils n'ont pas pu blesser aucun citoyen israélien, et Dieu merci, tuer aucun citoyen israélien. Ça veut dire 950 roquettes, la moitié presque ils étaient dans la mer ou dans des territoires vides. Ça veut dire ça montrait que c'est encore un mouvement amateuriste qui n'a pas les capacités comme le Hamas qui est plus armé. Vous comprenez? Donc notre quatrième mois, c'est 950 roquettes et le résultat zéro. Donc il n'y a pas de grands dommages au niveau des infrastructures. Ils n'ont pas pu attaquer Tel Aviv. On n'a pas eu des fermetures comme d'habitude. Le cinquième point, et ça c'est très important, c'est que cette guerre, elle a montré que la guerre contre le djihad islamique à Gaza, elle a montré que la Cisjordanie ne peut pas être toujours solidaire avec Gaza. Ça veut dire que les gens en Cisjordanie, d'habitude, lorsqu'il y a une guerre à Gaza, il y a des mouvements en Cisjordanie, des protestations, des attaques suicidaires. Cette fois-ci, la Cisjordanie, elle était calme. Donc, ça crée... Parce que d'habitude, le Hamas ou les terroristes de Gaza, lorsqu'ils déclenchent une guerre à Gaza, ils comptent sur leur soutien de leurs frères terroristes en Cisjordanie. Cette fois-ci, et c'est le cinquième point, il n'y avait aucune solidarité avec le djihad islamique en Cisjordanie. Personne n'est sorti pour protester. Même l'autorité palestinienne n'a même pas sorti un seul communiqué pour dénoncer l'attaque. Donc, on passe au sixième point, qui est aussi important. C'est qu'il n'y a pas de solidarité dans la rue arabe. Durant ces 3 jours, on n'a pas vu des manifestations à Paris, des manifestations à Montréal. Donc, c'est une guerre qui était brève parce que le monde est occupé par cette crise, la crise en Ukraine, la sortie du Covid. Les gens n'étaient pas prêts. En plus, c'était les mois de vacances et tout ça. Donc, il n'y avait pas de solidarité. Ça, c'est le 6e point. Le 7e point qui est important, c'est qu'Israël, elle a promis à l'Égypte qu'elle va parce que pour conclure le cessez-le-feu, c'est toujours l'Égypte qui intervient comme intermédiaire. Donc Israël, elle a pu obtenir l'arrêt des hostilités de la part du Hamas islamique sans donner une contrepartie, parce que les Israéliens, entre guillemets, ils ont parlé aux renseignements égyptiens, ils disent « Ok, on va arrêter les 2 personnes qui sont arrêtées, les 2 chefs de Cisjordanie ».
ils ont lancé des promesses comme ça, mais une fois la guerre était, Israël a décidé de ne pas ça veut dire Les rendre. de ne pas les rendre. Donc, du coup, le djihad islamique, il a été trompé cette fois-ci. Il a accepté le cessez-le-feu, en contrepartie, il n'a rien obtenu. Donc, ça, c'est la ruse, ça montre vraiment qu'Israël s'est très bien débrouillé, non seulement au niveau de la guerre, au niveau de terrain, au niveau de la réactivité, au niveau, on ne paye pas un prix. Même plus, j'apprends à l'instant que Bassam Saad, il y a 4 actes d'accusation qui ont été faits aujourd'hui par le procureur militaire. Donc, on continue pour faire beaucoup plus vite. Donc, et ça, c'est le 8e point, c'est que c'est l'état de l'humiliation du djihad islamique. Ça veut dire qu'il est sorti d'une guerre sans obtenir une contrepartie, sans la solidarité de la rue arabe, sans la solidarité de ces mouvements frères terroristes, parce qu'il faut dire que cette guerre, le Hamas, il n'a pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé? Ce n'est pas pour les beaux yeux d'Israël, parce que le Hamas, il a des intérêts, parce qu'Israël, elle a dit que si le Hamas, il intervient, alors là, on va couper les aides, parce que tu sais que c'est le Qatar qui paye les fonctionnaires. Et le Hamas devient carrément un mouvement mercenaire. Ils attendent toujours l'argent pour que ces fonctionnaires soient payés. Si tu embarques dans la guerre avec le djihad islamique, il n'y aura plus aucun sou qui entre à Gaza. Du coup, pour des raisons financières, le Hamas, pour vous montrer que ce mouvement n'a aucune valeur, donc pour lui, l'argent compte plus que les principes. Et le 9e point et le dernier, c'est que cette guerre, elle a montré que les organisations terroristes à Gaza, ils ont perdu la capacité de mobilisation au niveau de la rue arabe et au niveau même de la rue parisienne. Et ils sont, et ça c'est très important, qu'ils ne sont plus capables d'accepter d'avoir des pertes humaines. Parce que durant cette guerre, malheureusement, on a eu 125 morts. Mais plus voilà, contre 0 mort côté israélien. Du coup, le Hamas islamique, avec les images malheureusement des victimes, parce que comme tu sais, comme tous les mouvements terroristes, ils mettent les femmes et les enfants, ils se cachent derrière pour que voilà. Mais Israël, lorsqu'elle a des objectifs à atteindre, maintenant on n'hésite plus, on détruit, ils essayent de faire leur mieux. Souvent ils envoient des mots, ils envoient des mots, parleurs. Généralement les gens qui coopèrent, mais ceux qui décident de ne pas coopérer, eh ben c'est trop tard. Donc le djihad islamique, il est sorti humilié. Il n'a pas réussi à mobiliser derrière, donc c'est l'Iran, ni la rue, voilà. Et l'Iran n'a pas pu rien faire. Et en plus, il est sorti, il a accepté le cessez-le-feu sans avoir rien, ni des aides financières, ni ses chefs qui sont en Cisjordanie sont libérés. Donc c'est une victoire, c'est une rare. Et pourquoi nous, on doit se réjouir de ça? Pour 2 raisons. La première, parce que cette guerre qu'Israël a menée, cette guerre défensive, c'est une guerre qu'Israël fait par procuration au monde civilisé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que cette guerre-là, elle entre dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme. On sait très bien ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Et M. Guy Millière, notre collègue Guy Millière, il va vous expliquer plus précisément après ce qui est là. Donc, il y a une connectivité toujours entre ces mouvements terroristes qui ont essayé de profiter de ce qui se passe en Ukraine parce qu'ils ont vu que cette sympathie du monde occidental envers l'Ukraine, ils ont pensé qu'en provoquant Israël, s'ils seront attaqués, ils vont avoir la même solidarité que l'Ukraine. Sauf que la situation de l'Ukraine, qui est en train de se défendre contre l'agression russe, n'est pas la même que ces mouvements terroristes qui essaient. Donc, alors, justement, je voulais vous poser une question concernant le nucléaire, parce que c'est important. Est-ce que vous croyez qu'Israël est le meilleur pays, en fait, à pouvoir combattre la bombe atomique que veulent absolument... Parce qu'on ne va pas parler du nucléaire civil, comme on peut avoir au Québec ou en France. On sait bien que eux, leur objectif, c'est pas de fournir de l'énergie et de l'électricité à tous leurs citoyens, ils n'en ont rien à faire. C'est surtout d'avoir une bombe atomique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu avec Abraham un rapprochement avec certains États arabes, dont le Maroc d'ailleurs, qui vient d'acheter du matériel militaire israélien. Alors, que pensez-vous justement de cette peur justifiée qui s'équipe de la bombe atomique? Est-ce qu'ils sont en bonne voie ou au contraire vous parlez de qui? De l'Iran? De l'Iran. Écoutez, les capacités iraniennes en matière de la constitution de cette bombe atomique, ils sont en train de progresser à un rythme infernal. Est-ce que l'administration Biden est un peu responsable? L'administration Biden, elle est responsable. Je pourrais même dire que malheureusement, c'est que l'administration Biden, elle a lâché non seulement Israël, mais aussi les pays arabes du Golfe. Vous savez très bien que, là je vous dis en connaissance de cause, dans les pays du Golfe que je connais assez bien, les Émirats arabes unis, les gens s'impatientent
malheureusement, de cette guerre, parce qu'ils veulent en finir avec cette domination perse. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant l'histoire islamique, les Perses, ils ont pas mal de fois, ils ont humilié les Arabes, et on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Yémen. Le Yémen, il est détruit. On regarde aujourd'hui en Syrie, on a 12 millions de réfugiés, 2 millions de morts. Aujourd'hui, donc, le Liban, il est déjà dans la faillite. L'Algérie, elle est en route de devenir une base iranienne. Donc l'Iran, c'est un pays qui est extrêmement détesté dans les milieux intellectuels arabes et même dans la rue arabe, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Iran, elle prend non seulement les Israéliens et les Juifs comme ennemis, mais aussi le monde sunnite. Oui, parce qu'ils veulent récupérer l'influence de la Mecque. Donc, M. Biden, il aurait pu profiter de ça veut dire, de ces intérêts communs entre les pays du Golfe et Israël pour avancer, évidemment. Parce que tôt et tard, il faut que cette question soit résolue. On ne peut pas permettre à un régime qui promet d'éradiquer 9 millions d'habitants en Israël de tenir cette bombe-là. Mais le problème, c'est que cette administration, c'est comme le djihad islamique, hein, elle n'est plus capable, les Américains ne sont plus capables d'accepter d'avoir des pertes humaines. C'est ça le problème. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre américaine. Peut-être certains ne sont pas d'accord avec moi. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont pu avoir... C'est une guerre américaine contre la Russie, mais que le char à canon, ce sont les Ukrainiens. Parce que malheureusement, les Américains ne sont plus capables au niveau politique, au niveau public, d'accepter de perdre. Vous comprenez? Donc, sauf qu'aujourd'hui, et ça c'est certain, c'est que de toute façon, il y a des confirmations de M. Bennett et auparavant même de M. Benjamin Netanyahu qu'un jour ou l'autre, Israël décidera et personne ne l'arrêtera pour se défendre parce qu'elle ne peut pas permettre une seconde chance. Très bien, on va conclure. Et elle trouvera le soutien des pays arabes. Voilà. Oui, on en reparlera à ce moment-là. Je vous inviterai à ce moment-là. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense que ça nous a aidé à mieux comprendre. Merci, messieurs, dames, pour votre attention. J'espère que ça vous a aussi éclairé. Voilà. Donc, à bientôt et une prochaine fois.